Alors, salut les filles. Donc, l'idée de ce grand 5, c'est d'étudier les conséquences de la sélection des plantes, peu importe le type de conséquences sur lequel, enfin, qu'on va étudier, que ce soit de la sélection empirique, de la sélection programmée ou de la sélection artificielle avec la constitution des OGM. L'idée, c'est d'envisager les conséquences surtout sur le spectre de la fragilité des plantes que l'on va cultiver. Donc là, trois exemples en gros pour envisager trois grands types de conséquences différentes. La liste reste, enfin, elle est pas exhaustive, hein. Donc, premier exemple donc sur la gauche. Donc on vous parle du cyanure dans le manioc. En fait, ce qu'on sait, c'est que le manioc, c'est une plante tropicale, donc qui est cultivée parce que elle constitue une source de nourriture. Et cette plante, en fait, comme la plupart des plantes racines, au départ, elle contient des toxines. Et tous les plantes de manioc, normalement sauvages, contiennent de la linamarine, qui est en fait une substance qui peut se transformer en acide cyanhydrique. Et du coup, on sait que ces plantes qui fabriquent cette substance-là peuvent se défendre contre les attaques des rongeurs notamment. Donc on s'aperçoit de quoi? Qu'est-ce que font les cultivateurs malgaches? Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont leur variété de manioc doux, qui est une variété qui ne fabrique plus cette lina marine, et ils l'entourent en fait de plantes sauvages qui fabriquent encore cette substance pour du coup limiter l'invasion des rongeurs et limiter la perte sur la culture du manioc doux. Donc là, on voit effectivement que par le fait de sélection, au départ, on n'a pas forcément, c'était le caractère d'intérêt, c'était pas que le manioc ne produise plus cette substance, hein. L'objectif, c'était certainement, il y avait d'autres caractères d'intérêt qu'on a voulu mettre en évidence en faisant de la sélection, et en faisant de la sélection, on a perdu ce caractère-là, qui reste un caractère d'intérêt pour l'homme, puisque il limite l'invasion par les rongeurs des cultures. Sur la droite, en ce qui concerne le développement des maladies infectieuses. Donc là, l'exemple du bananier. Donc en fait, le bananier est une espèce qui est menacée par un champignon, le Fusarium oxysporum. Bon bref, et en fait ce champignon, il est présent dans la terre. Il reste plusieurs années à partir du moment où il a infesté des plants de bananier, et en fait on ne peut pas s'en débarrasser. Donc la seule issue en fait quand la culture de bananier a été infestée, c'est d'arrêter la culture à cet endroit-là et de reprendre la culture ailleurs. Donc on voit bien que en sélectionnant, on peut rendre une espèce fragile parce qu'on sélectionne des individus qui présentent une fragilité par rapport à ce champignon, pour autant qu'ils présentent d'autres caractères d'intérêt. Sauf que, eh bien, plus qu'on ne cultive plus que ces individus-là fragiles, dès lors que le champignon s'installe, tous les individus sont menacés. Et puis donc sur le bas de votre document, là vous allez retrouver les conséquences génétiques de la domestication des plantes. Donc pareil, hein, de la sélection empirique en passant par la sélection programmée et les OGM. Donc on voit une diminution de la diversité génétique. Alors on en avait discuté Marie en cours sur une île de l'océan Arctique, il y a un site de stockage qui conserve plus de 860 000 échantillons de graines. Donc en fait, on estime que c'est un blocus, hein, on estime que ça craint rien, c'est antisismique, ça répond à des normes de conservation bien particulières. Et donc c'est un peu notre caverne d'Ali Baba, hein, c'est là où on a encore pas mal de graines d'espèces sauvages. Bon, ça on en avait discuté, mais le document qui est important, c'est celui que vous avez à droite, hein, c'est un graphique en bâton, là, un histogramme. Donc en fait, sur cet histogramme, vous avez deux variables à la verticale, la variable NE. NE, c'est la diversité génétique, enfin c'est l'effectif efficace, c'est-à-dire le nombre d'individus reproducteurs chez l'espèce. Donc en fait, c'est une variable qui nous permet de mesurer la diversité génétique. Et de l'autre côté, vous avez HE. Donc là, c'est la diversité génétique. En fait, on la mesure sur 15 marqueurs microsatellites, c'est-à-dire des petits morceaux d'ADN qu'on va venir marquer. Et plus ils sont différents les uns des autres, plus l'espèce présente de la diversité génétique. Donc en fait, on garde ces deux caractères-là pour s'assurer de la diversité génétique d'une espèce. Bon, qu'est-ce qu'on voit?
eh bien, bon, une diversité très importante chez l'amidonier sauvage. Donc, l'amidonier sauvage, c'est l'ancêtre du blé, de ce qu'on appelle le blé dur, hein. Et puis, vous avez les espèces qu'on a domestiquées au fur et à mesure de l'histoire que l'homme a entretenue avec cette espèce. Donc, le moyen épeautre, les variétés de blé dur autochtones et les variétés de blé dur sélectionnées et croisées, donc issues de la sélection empirique et de la sélection programmée. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a une forte diminution de la diversité génétique. Vous voyez que les bâtons n'ont de cesse de diminuer pour arriver à zéro pratiquement. Et en dessous, vous avez ce fameux indicateur, la R. Alors R, en fait, c'est le rapport de la diversité génétique, c'est-à-dire de NE de l'amidonie sauvage sur le NE, la variabilité génétique de l'espèce. Donc ça veut dire que plus votre R est grand, plus l'espèce que vous étudiez a une très très faible variation génétique par rapport à l'espèce de départ. Ça veut dire que plus R est grand, là ça veut dire que la diversité génétique de l'amidonie sauvage est nettement plus grande que la diversité génétique de la variété blé dur sélectionné croisé. Donc on voit un appauvrissement de la diversité génétique au fur et à mesure de la domestication des plantes. Donc on va se retrouver juste dans un instant pour la vidéo d'après où là je vais venir compléter le schéma bilan par rapport à tout ce que je viens de dire.